Bonjour à tous, donc je m'appelle Doriane Titon, je suis en deuxième année de thèse au sein du laboratoire Sécopol qui est ici à Tahiti, mais aussi à Fermadev, donc à Toulouse, sous la direction de Filar Avielo-Manana et de François Chazagne. La médecine traditionnelle est toujours très employée en Polynésie française, elle fait même partie du patrimoine culturel polynésien et elle repose sur près de 300 plantes médicinales qui sont utilisées. C'est donc une médecine qui permet d'offrir des soins qui sont disponibles de par la nature, mais aussi abordables de par son faible coût. Et ainsi, elle maintient la population, elle contribue à maintenir la population polynésienne en bonne santé. Elle est notamment utilisée pour traiter les maladies infectieuses, qui sont des maladies encore très répandues, notamment sur le Fénoa, et qui touchent tous les types de personnes et causent encore malheureusement un large éventail de troubles. Pour autant, cette médecine, elle fait face à des enjeux, notamment en termes de transmission du savoir traditionnel, qui est un savoir qui se transmet de génération en génération, oralement, et qui tend à se perdre avec les nouvelles générations, mais aussi en termes de conservation des plantes sur le territoire, due à une urbanisation croissante, ou encore à une surexploitation de certaines espèces végétales. Et finalement, il y a peu de données qui permettent de légitimer cette médecine traditionnelle et les plantes médicinales qui la composent, ce qui empêche une reconnaissance institutionnelle. Le but de ma thèse est donc de fournir des données scientifiques sur des plantes médicinales, et plus particulièrement sur celles qui sont utilisées pour traiter les maladies infectieuses, afin de contribuer à leur légitimité. Et pour ce faire, il y a plusieurs étapes. Donc tout d'abord, il faut recenser ces plantes-là. Donc on le fait par une enquête qui s'appelle des enquêtes ethnobotaniques. Donc on va sur le terrain. Moi, je suis partie sur plusieurs îles de l'archipel de la Société, à la fois dans les îles sous le vent et les îles du vent, au contact des Polynésiens, afin de recenser, comme je vous disais, les plantes médicinales qui sont utilisées pour traiter les maladies infectieuses les plus communes de chaque catégorie. Donc il y a à la fois des infections génito-urinaires, des infections respiratoires, cutanées, digestives, ou encore des infections des yeux et des oreilles. Au total, j'ai donc pu interroger près de 85 Polynésiens pratiquant la médecine traditionnelle, identifier 90 plantes médicinales et avoir près de 700 remèdes traditionnels cités. Donc un remède traditionnel, il est toujours composé de plantes fraîches qui peuvent être seules ou en association avec d'autres plantes, voire même en association avec d'autres ingrédients. Je pense notamment au sucre qui est beaucoup utilisé aujourd'hui et qui peut être vu comme une modernisation de l'emploi de la canne à sucre. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Alors moi, dans mon enquête, la forme la plus utilisée, c'était l'expression du jus de la plante fraîche, qui est pris par voie orale, mais il peut y avoir également des infusions, des bains à base des plantes, ou encore des macérats huileux pour faire les massages traditionnels. Et finalement, pour les infections qui étaient plutôt pulmonaires, les bains de vapeur, donc avec l'inhalation des plantes, étaient également employés. Le dénominateur commun de ces remèdes, c'était leur administration qui se fait la plupart du temps sur 3 jours, dû à un syncrétisme qu'il y a entre les croyances païennes locales et la chrétienté, ce qui fait qu'en fait ces 3 jours font référence à la Trinité. À titre d'exemple, j'aimerais vous présenter un remède traditionnel qui m'a été beaucoup de fois cité dans mes enquêtes, qui est pour la bronchite. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, 3 ingrédients, donc 3 plantes sont utilisées, la canne à sucre, les fleurs de Tiare Tahiti et les rhizomes d'une fougère qui s'appelle le métoipois. L'ensemble de ces plantes sont placées dans un plat traditionnel qui s'appelle le oumété et la tradipraticienne va les broyer pour pouvoir ensuite extraire le jus, comme je vous parlais tout à l'heure. Et donc c'est ce jus-là qui est le remède traditionnel et qui est bu et qui est utilisé dans la médecine traditionnelle polynésienne. À la suite de ces enquêtes et d'avoir recensé ces 90 plantes médicinales, il fallait bien sélectionner celles qui étaient les plus pertinentes à étudier au laboratoire. Pour ce faire, plusieurs critères ont été mis en place. Donc à la fois l'importance des citations de la plante lors de mes enquêtes, mais également le statut biogéographique de la plante ont été pris en compte, en valorisant bien sûr les plantes qui étaient polynésiennes, puisqu'il y a également des plantes qui sont d'introduction moderne en Polynésie française. Et puis les données bibliographiques ont été analysées, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le but de ma thèse est de fournir des nouvelles données sur des plantes qui sont encore méconnues. Donc j'ai valorisé des plantes qui étaient encore méconnues. Et bien sûr, le statut de conservation de la plante a été pris en compte en valorisant des plantes et en sélectionnant des plantes qui ne sont pas sur la liste rouge des plantes menacées sur le territoire.
Ainsi, parmi ces 90 plantes recensées, 17 ont été sélectionnées pour être étudiées. Et chacune d'elles ont été collectées sur le territoire, puis extraites par une méthode dite de chimie verte, qui est l'extraction assistée aux ultrasons. Donc pour ce faire, on place la plante dans un récipient, des ultrasons sont envoyés, et en fait, ils vont créer des cavités au sein de la matière végétale, ce qui va permettre de libérer son contenu en molécules actives, et notamment en molécules potentiellement en fait, actives. Et c'est une méthode qui permet de réduire la quantité d'énergie utilisée et de solvants, tout en ayant un meilleur rendement et une meilleure qualité d'extrait. Donc voici les 17 plantes sélectionnées. Il y a à la fois des plantes herbacées, mais aussi des arbres. Donc pour le plus connu, je pense, d'entre vous, qui est le tamanou. Et finalement, donc des arbustes avec notamment le Gardenia tahitensis qui fait les fameuses fleurs de chair et Tahiti, et des fougères qui sont très présentes sur le territoire et très employées également en médecine traditionnelle. À la suite, donc l'idée était de pouvoir tester ces extraits de 17 plantes, en termes d'activité antibactérienne. Et pour ce faire, j'ai sélectionné 11 souches bactériennes qui étaient en lien avec les maladies ciblées lors des enquêtes ethnobotaniques. Il y a donc une transposition du terrain au laboratoire. Donc par exemple, Staphylococcus aureus ou Staphylococcus epidermidis pour les infections cutanées, Enterococcus faecalis ou Salmonella typhonarium pour les infections digestives, ou par exemple Escherichia coli qui cause de nombreux troubles. Concrètement, je mets donc mes extraits de plantes en contact avec chaque souche bactérienne et je détermine ce qu'on appelle la concentration minimale inhibitrice de l'extrait de plante. C'est-à-dire la concentration à laquelle la plante est capable d'inhiber la concentration, la croissance bactérienne. Et donc, bien sûr, je fais cela en comparaison avec un antibiotique de référence. Ainsi, 4 plantes se sont révélées actives. Donc, tout d'abord, le miro, qui est un arbre indigène à la Polynésie française, qui a une forte activité sur un panel de 7 souches bactériennes. Et c'est assez intéressant puisqu'en médecine traditionnelle, ce miro était également utilisé pour traiter de nombreux troubles. Donc à la fois on emploie l'exudat du fruit, donc l'exudat jaune que vous voyez ici, pour traiter les fièvres et les infections cutanées, plutôt en bain, mais également on emploie les écorces pour traiter ce qu'on appelle le HEA, donc qui est un concept dans la médecine traditionnelle. Dans notre étude, on l'a classé dans la classe des infections urogénitales. Une autre plante qui est très active, c'est le tamanou, donc qui est une plante d'introduction polynésienne qui est, elle, active sur 5 souches bactériennes. Et comme vous devez le savoir, il est surtout utilisé en cutané. Alors, il est très connu pour ses applications, ses indications cicatrisantes. Mais donc voilà, les feuilles sont utilisées en bain. Et après, on peut utiliser également l'huile qui est issue de l'amande pour en faire des massages. Finalement, 2 autres plantes s'avèrent actives, bien que l'activité soit un petit peu plus faible et sur des spectres bactériens plus restreints. Nous avons le niou, qui est une plante herbacée, où là, elle est active sur Streptococcus pyogenes, qui est la bactérie responsable de l'angine. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en médecine traditionnelle, donc c'est les parties aériennes qui sont utilisées, et justement, elle est utilisée pour soigner l'angine. Donc ici, on voit bien qu'il y a une validation de l'usage traditionnel de la plante. Et finalement, une dernière plante s'avère active, c'est une fougère qui s'appelle Chachamoa, qui est active sur Bacillus cereus. Et cette dernière était utilisée dans la médecine traditionnelle, où on employait plutôt le rhizome de la fougère pour traiter encore une fois le HEA, mais aussi la bronchite, la fièvre ou encore la toux. À terme, le but de ces recherches, c'est de pouvoir maintenant isoler et identifier les molécules qui sont responsables de cette activité antibactérienne. Et pour ce faire, il faut d'abord séparer ces molécules selon leur polarité par ce qu'on appelle une méthode chromatographique, puis les analyser en spectrométrie de masse, ce qui va permettre par la suite de construire des réseaux moléculaires qui permettent d'avoir une représentation visuelle en fait, de l'ensemble des molécules qui sont présentes dans notre plante. Donc, vous l'aurez compris, ces recherches sont multidisciplinaires, puisqu'elles commencent par des enquêtes ethnobotaniques qui ont permis de recenser 90 plantes médicinales, puis par l'étude pharmacologique de 17 de ces plantes-là, pour aller jusqu'à la caractérisation moléculaire de 4 plantes qui s'avèrent actives. À terme, la volonté, c'est de pouvoir rédiger des monographies de ces plantes-là et ainsi contribuer à l'élaboration d'une pharmacopée polynésienne. Cette pharmacopée pourra renforcer la reconnaissance institutionnelle de la médecine traditionnelle en Polynésie française et ainsi sa durabilité. Merci pour votre attention.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tobias Fischer et je suis doctorant en 3e année au sein du laboratoire Secopol. Mon travail porte sur l'extraction du trait de côte des atolls à partir des images satellites pour mieux comprendre et gérer des zones côtières dans un contexte de changement. Mon doctorat est financé par un contrat doctoral et encadré par Dr Benoît Stoll. Il bénéficie également des collaborations scientifiques, logistiques et en matière d'échange de données avec la Tetiaroa Society, le Seascape Ecology Lab de l'Université Oxford et la direction des affaires foncières, section topographique. Et pour les prochaines 10 minutes, je vous propose de suivre avec moi cette ligne rouge, une ligne en apparence simple, mais qui révèle beaucoup sur la transformation de nos littoraux. Okay. Depuis 2019, des analyses concluent que les atolls sont stables, voire en expansion. Mais sur le terrain, les habitants racontent autre chose. Et là, je voudrais citer un témoin du premier rang, le premier ministre de Tuvalu, qui nous dit les mers qui se réchauffent engloutissent nos terres, centimètre par centimètre. Comment expliquer ce décalage entre analyse scientifique et réalité vécue? Souvent, dans les analyses globales, on utilise des indicateurs long terme comme la ligne de végétation ou la ligne de stabilité et ensuite la surface totale comme critère de stabilité. Prenons par exemple ce moto de Tetiaroa. On peut constater que la surface totale n'a presque pas changé entre 2016 et 2023. Et pourtant, son trait de côte a été redessiné. Des plages ont reculé, ça ce sont des zones rouges, et d'autres sont avancées, les zones vertes. Et avec les images satellites d'une résolution spatiale de 10 à 30 mètres qui sont souvent utilisées dans les analyses globales, ces petits changements passent inaperçus. On peut donc parler d'une stabilité en apparence, mais avec des dynamiques bien réelles. Et ce décalage entre indicateur et réalité est d'autant plus critique pour la Polynésie française avec 77 atolls à surveiller, la plus grande densité des atolls dans le monde entier. Les analyses globales ne suffisent pas. D'où l'intérêt de mon travail, de développer un suivi qui est à la fois automatique, transférable et précis pour mieux comprendre l'adaptation des atolls au changement climatique et soutenir leur gestion durable. Pour mieux suivre ces dynamiques, j'utilise les images satellites Pléiades avec une résolution spatiale de 50 cm. Elles permettent d'extraire les traits de côte. C'est la ligne qui englobe la végétation, les plages, les beach rock et les constructions. Et c'est plus précis que la ligne de végétation seule, et surtout plus sensible aux petites évolutions. Et au lieu de numériser manuellement chaque image, qui prend vraiment beaucoup de temps, j'utilise un modèle automatique qui est basé sur XGBoost, un algorithme de classification supervisé. Et ce modèle n'est pas affiché sur seulement une image. L'idée, c'est de créer un modèle qui est transférable, généralisable, et autrement dit, on l'entraîne sur certaines images, et ensuite, il peut s'appliquer sur d'autres images qu'il n'a jamais vues. C'est ce qu'on appelle le transfer learning. Concrètement, le modèle apprend à reconnaître les formes du littoral, par exemple les zones rocheuses, les plages, les structures, et ensuite, il peut s'adapter à des environnements différents. L'avantage, on peut suivre les traits de côte à grande échelle sans tout à refaire pour chaque nouvelle image. Mais est-ce que ce modèle reste précis si on change à une image que le modèle n'a jamais vue? La réponse est oui. C'est justement là le modèle montre tout son intérêt. Les images utilisées pour l'entraînement, par exemple ici à Tetiaroa 2019 et à Puka Puka 2022, bénéficient d'un jeu de données plus varié. Et on voit même que la précision a amélioré entre le modèle qui est entraîné seulement sur une image et le modèle transfert qui est entraîné sur plusieurs images. Par exemple ici, le modèle original et le modèle transfert. On voit la différence et l'amélioration de la précision. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que sur l'image de Tetiaroa 2022,
qui n'est pas utilisé pour l'apprentissage, la précision reste quasiment identique. Cela montre que le modèle est robuste et généralisable, et même sur des images qu'il n'a jamais vues avant. Mais revenons à Tetiaroa. À l'échelle globale, Tetiaroa semble stable. La surface évolue très peu entre 2016 et 2023. Mais quand on zoome à l'échelle de Motu, on observe autre chose. Des plages qui reculent et d'autres qui s'étendent. Et parfois même, on voit des Motu qui se déplacent et qui changent de forme. Ces dynamiques fines peuvent avoir des impacts directs sur la biodiversité, les services écosystémiques, mais aussi sur les infrastructures côtières. Prenons des exemples. Par exemple, pour la biodiversité, Tetiaroa est connu comme un site de nidification de tortues marines. Si les plages disparaissent, les tortues vont essayer de trouver d'autres endroits pour pondre. Souvent des endroits suboptimaux, par exemple des soit plus proches de la ligne d'eau ou sous les infrastructures comme les villas de l'hôtel de Brando. Si on prend les services écosystémiques, par exemple le tourisme, s'il n'y a plus de plage, il y a moins de touristes qui vont venir en Polynésie française, vu que la Polynésie est souvent connue pour les belles plages. Et pour les infrastructures côtières, on peut prendre l'exemple de la forte houle de 2022 qui a cassé un mur de quai de 4 mètres à Hau. D'où l'importance de regarder au-delà de la surface et d'analyser également la position des Motu, la forme de Motu et le trait de côte de la manière générale. Et justement, dans le prochain exemple, on va voir un cas très parlant. Voici Tahuna Iti. Tahuna Iti est également connu sous le nom l'île aux oiseaux de Tetiaroa. Si on regarde uniquement la ligne de végétation, on peut constater une perte de surface ou une perte globale de 0,68 hectares. Mais en regardant plus finement, on peut voir aussi des petites zones de gain, par exemple ici, des zones vertes, où ces zones où la végétation progresse. Mais cela reste lent parce que la végétation prend du temps ou met du temps à s'étendre. Avec le trait de côte de l'autre côté, en revanche, on peut voir des reconfigurations plus rapides, des plages déplacées, la forme remodelée et un déplacement de Motu d'environ 40 mètres vers le nord-ouest. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? La lecture classique nous donne une image lissée sur le long terme. Et avec la lecture dynamique, on peut capter même les changements récents, hautement invisibles. Au final, on a un même Motu, deux lectures et deux visions très différentes du changement. Ce que vous venez de voir, c'est une approche qui a fait ses épreuves. C'est un modèle qui fonctionne bien, qui est précis, qui est transférable à d'autres atolls et qui va plus loin que les analyses classiques. Mais il n'est pas encore parfait. Dès qu'il y a des nuages sur l'image ou des zones ombres, l'extraction du trait de côte devient incertain. Et ça, c'est un problème général de la télédétection. Donc, en plus, si on regarde, par exemple, on ne peut pas corriger les marées parce qu'il n'y a pas de données disponibles pour le faire. Les comparaisons temporelles fines sont limitées. Mais on peut aller encore plus loin. Côté méthode, on peut utiliser par exemple les approches profondes comme les réseaux neurones, type UNet. Dans tous les cas, l'objectif de mon travail, ce n'est pas de remplacer les méthodes existantes, mais de les compléter pour avoir une vision plus fine, plus juste et plus utile pour la gestion des zones côtières de nos atolls. En conclusion, aujourd'hui, je vous ai montré qu'un atoll peut sembler stable à l'échelle globale, mais en regardant de plus près, son littoral est en mouvement. En combinant la télédétection, l'apprentissage automatique et les indicateurs dynamiques, on peut mieux comprendre ces changements et mieux les anticiper. Ce n'est qu'un pas, mais un pas important vers des outils de surveillance plus précis, plus adaptés et au service d'une gestion de littoraux polynésiens. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Tobias.
Bonjour à tous, donc, je m'appelle Tatiana Boub, je suis en deuxième année de thèse au sein de l'UMR Sécopole, avec un co-encadrement au sein de l'université de Flinders en Australie et l'université internationale de Floride. C'est un projet de thèse qui se fait en collaboration avec des acteurs publics et privés. Et donc je vais vous parler du grand requin marteau et de l'identification de ses habitats fonctionnels dans les Tuamotu de l'Ouest. Je reviendrai ensuite sur qu'est-ce qu'on entend par habitat fonctionnel. Mais dans un premier temps, donc le grand requin marteau, c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction, c'est-à-dire que selon l'UICN, c'est la dernière étape avant que l'espèce soit éteinte à l'état sauvage. En 70 ans, on estime qu'il y a 80% de sa population qui a disparu à l'échelle mondiale. Et ça, on l'impute dans un premier temps à la surexploitation de ces populations. C'est une espèce qui est pêchée de manière ciblée et accessoire. On retrouve également la disparition de ses proies. C'est un requin qui va consommer des petites espèces de requins qui sont elles aussi surexploitées. Et puis dans un dernier temps, on y pense souvent un peu moins, mais on va également retrouver la perte des habitats. Là, je vous montre une photo de la baie de Miami, qui vient d'être identifiée comme le premier site de nurserie pour cette espèce à l'échelle mondiale. Donc quand on voit le trafic maritime, on peut imaginer que ça peut potentiellement perturber le cycle de vie de cette espèce. Donc en Polynésie, l'espèce elle est protégée par le Code de l'environnement depuis 2006, mais elle reste méconnue. Il faut attendre 2019 pour qu'il y ait une première étude qui soit menée sur des sites d'observation qui étaient déjà très connus, donc que sont la passe de Tiputa à Rangiroa et la passe de Tuheiava à Tikeho. Et donc ces premières études, elles montrent qu'on est capable d'identifier un nombre record d'individus à l'échelle de la passe uniquement. Donc c'est des individus qui vont revenir d'une année à l'autre, certains depuis près de 15 ans, et qui vont, en fonction des saisons, avoir une prédominance entre mâles et femelles. Et puis à l'échelle du lagon, en discutant avec les habitants de l'atoll, on a également eu des retours d'observation de scènes de prédation et également d'observation de juvéniles. Donc à ce stade, on comprend qu'il se passe des choses assez importantes pour cette espèce. En Polynésie, on est également dans un contexte d'intensification des activités, notamment activités touristiques, activités de pêche. Là, je prends l'exemple de la passe de Tiputa à Rangiroa, qui est le cœur économique de cet atoll, avec de nombreux passages de bateaux de croisière, bateaux de ravitaillement. Il y a 6 clubs de plongée qui travaillent sur ce site. Et puis, c'est également une zone de pêche vivrière pour les habitants de l'atoll. Et donc on peut imaginer qu'avec cette intensification des activités, eh bien, il y a une menace à plus ou moins long terme pour cette espèce dans la zone. Donc tout le sujet de ma thèse, ça va être de comprendre quelle est l'importance de cette zone pour cette espèce. Et quand je dis la zone, j'entends à la fois la passe, le lagon, la Polynésie, si on a des grandes migrations. Et donc il y a un projet qui se monte par des acteurs privés et des associations de l'environnement, en partenariat et avec des financements donc à la fois du pays et de l'État, un projet qui s'appelle Tamatoroa, qui veut dire grand requin marteau dans l'un des dialectes Paumotu, pour justement essayer de répondre à cette question. Et donc ma thèse, elle s'insère dans ce projet, donc à la fois avec l'UMR Sécopole de l'UPF, et puis en collaboration avec 2 universités étrangères. Et donc pour comprendre quelle est l'importance de cette zone pour l'espèce, ma thèse, elle va fonctionner en 2 étapes. À la fois une première étape, essayer de comprendre quels sont les déplacements de l'espèce à différentes échelles spatiales, une échelle très locale, donc Rangiroa, Tikeho, et puis une échelle un peu plus régionale, donc avec potentiellement s'il y a des migrations dans le Pacifique central. Une fois que j'ai compris où et quand cette espèce se déplace et quelles sont les zones importantes pour elle, je vais essayer de caractériser ces zones. À quoi elles servent? Est-ce que ce sont des zones d'alimentation, des zones de nurserie, des zones de mise-bas? C'est ça qu'on entend par habitat fonctionnel. Alors, de manière conventionnelle, pour étudier les requins, on va appâter, capturer l'animal, le ramener sur le bord du bateau pour effectuer tout un tas de protocoles. Poser une balise, prélever un bout d'échantillon, mesurer. Mais dans le cas du grand requin marteau, c'est une espèce qui est particulièrement sensible au stress de la capture. Il y a donc eu dans plusieurs études internationales des fatalités suite à cette pratique. Donc c'était inenvisageable pour nous de fonctionner avec cette méthode, d'autant plus que dans le contexte polynésien où on travaille dans des passes, il y a du courant, c'est profond. Donc il a fallu réfléchir à une nouvelle méthode pour non plus faire venir le requin à nous, mais nous aller à la rencontre du requin. Donc ça se fait en plongée, en utilisant une arbalète sous-marine qui a été spécifiquement conçue. Donc on ne va plus appâter, on va se servir de la curiosité naturelle de cette espèce pour, dès qu'elle vient à nous de manière suffisamment proche, en un tir, avec une pointe de flèche spécialement conçue, venir prélever un bout de tissu,
poser une balise. Et puis comme on voit, il y a une platine laser qui est fixée sur l'arbalète. Et donc on va également avoir une mesure et une identification avec la GoPro. Donc une rencontre, 4 protocoles. Alors une fois qu'on a posé la balise, on peut suivre les déplacements. Et en fonction de l'échelle spatiale à laquelle on va s'intéresser, on va fixer différentes balises. Donc pour suivre les déplacements à l'échelle locale, on fixe une balise acoustique. Donc à la base de la dorsale, on va fixer un émetteur acoustique qui va émettre un signal propre à chaque individu. Dès que le requin passe à proximité d'un récepteur acoustique qui lui écoute, ça enregistre le passage. On a donc déployé tout un réseau de récepteurs acoustiques sur le lagon de Rangiroa et dans les passes de Rangiroa et de Tikehau. Et vu que c'est des systèmes qui sont compatibles avec ce qui est fait sur d'autres études en ce moment à Rangiroa, notamment sur le bec de canne ou sur les requins tigres, on a décidé avec les autres organisations de mutualiser nos systèmes pour augmenter notre couverture d'écoute. On est donc aujourd'hui à 88 récepteurs dans la zone. En parallèle, donc pour suivre les déplacements à un peu plus grande échelle, on va fixer ce qu'on appelle une balise PSAT, donc de la même manière à la base de la dorsale, sauf que cette balise, elle va être faite pour rester sur l'animal. Et pendant qu'elle reste, elle enregistre différentes données. Elle va enregistrer la température, la profondeur et la luminosité. Au bout de ce temps préprogrammé, elle se détache, elle fait surface et elle émet un résumé de ces données via satellite Argos. Et donc moi ensuite en post-traitement, j'ai des données de température et de profondeur qui vont me renseigner sur l'utilisation de la colonne d'eau. Et puis j'ai les données de luminosité qui, ensuite, avec lesquelles je peux extrapoler une position qui va être approximative, de l'ordre de 200 km près, mais pour suivre des migrations grande échelle, ça me suffit amplement. L'objectif va être de marquer 30 requins en acoustique, 10 requins en balise PSAT. Donc à l'issue des 3 campagnes de terrain qu'il y a eu, nous en sommes à 31 marquages par balise acoustique, 8 balises déployées à Tikehau et 23 à Rangiroa. Et en termes de balises PSAT, nous en sommes à 3 balises déployées à Tikehau. Donc vu que le marquage PSAT est encore en cours, je vais plutôt me concentrer pour vous présenter les premiers résultats du marquage acoustique. Donc si on s'intéresse uniquement aux détections des requins sur notre zone d'étude, voilà ce que ça donne. Donc depuis le début de l'étude, on voit qu'il y a plusieurs requins qui se sont aventurés dans le lagon, certains de manière plus ou moins étendue. Mais finalement, à ce stade, ce que ça nous dit, c'est juste que le requin, il allait du point A au point B au point C. Mais là, on ne sait pas combien de temps le requin a passé au point A, au point B ou au point C. Il va nous manquer ce facteur temporel. Je vais donc appliquer ce qu'on appelle des modèles de pont brownien. Donc sans rentrer dans l'aspect technique, ce que ça va me renseigner, c'est des surfaces d'utilisation. Et il y a 2 surfaces notamment qui vont m'intéresser. La surface dite cœur, à 50%, c'est-à-dire que ça rassemble la zone dans laquelle le requin a passé 50% de son temps. Et le home range, c'est l'aire de distribution, c'est-à-dire la zone dans laquelle le requin a circulé. Donc ça englobe pratiquement l'ensemble des déplacements du requin. Donc si j'applique maintenant ce modèle-là à mes données de déplacement sur toute la période, voilà ce que ça donne. Donc je vais avoir des zones plus claires, orange plus claires, dans lesquelles le requin finalement il est juste passé. Et puis des zones plus foncées dans lesquelles je vais savoir que le requin a passé plus de temps. Donc bien évidemment, c'est conditionné par le déploiement des récepteurs, mais en attendant, j'ai des zones qui ressortent d'utilisation plus importante que d'autres. Et c'est dans ces zones-là que je vais chercher à caractériser ce qui se passe. L'idée, c'est de faire ces cartographies sur différentes saisonnalités, plusieurs mois, différents mois, pour différents individus, voir s'il y a des patterns de déplacement qu'on retrouve. Et donc pour comprendre ce qui se passe dans ces zones, je vais entre autres utiliser 2 autres méthodes, ce qu'on va appeler l'analyse en isotope stable. Donc avec le bout de muscle qu'on a prélevé sur l'animal, je vais être capable de déterminer quel type de proie l'animal a consommé de manière prédominante et dans quel type d'habitat. Est-ce que c'était plutôt dans le lagon, plutôt sur le récif, plutôt au large? Et puis on va également déployer des breuves dans ces zones-là pour essayer de comprendre quelle est la cartographie des proies potentielles, dans quel type d'habitat on va retrouver ces requins, et puis potentiellement espérer, observer ou pas des juvéniles, savoir si on parle de zone de nurserie. Donc, d'un point de vue, ce qui est attendu en termes de résultats, d'un point de vue scientifique, ce sont les premiers résultats sur cette espèce en termes d'habitat et de mouvement à l'échelle du Pacifique. On a quelques notions de ce qui se passe en Australie, mais c'est tout. D'un point de vue méthodo, ça va permettre de valider une méthode moins intrusive de suivi des requins. Et puis, d'un point de vue plus sociétal, bien évidemment, l'ensemble de mes données vont être restituées à la DIREN, à l'OFB, à la commune. Mais surtout, ces données elles vont être restituées à un comité de représentants des usagers du lagon,
en vue de monter un comité de gestion pour réfléchir à la mise en place d'un espace marin protégé sur la commune de Rangiroa. Voilà, donc l'idée c'est qu'il y ait une utilisation très concrète de ces données. Et je voulais juste terminer par remercier l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne sur ce projet. Il y a besoin d'énormément de monde pour récolter beaucoup de données pour que je puisse les analyser et je tenais à les remercier et je vous remercie pour votre attention. Donc, bonjour à tous, je suis Bastien Pagli, doctorant à l'UMR Sécopole en 3e année et je travaille sur la diversité des impacts des phénomènes El Niño-La Niña en Polynésie française. Donc, c'est une thèse qui est financée par l'IRD et je suis encadré par Takeshi Izumo et Sophie Cravat. Donc, avant d'expliquer ce qu'est El Niño-La Niña, il faut comprendre l'état moyen de l'océan Pacifique. Donc, comme vous le savez sûrement, le long des tropiques, en surface, on a des vents d'est qui soufflent, les alizés, qui favorisent en fait une accumulation d'eau chaude à l'ouest du Pacifique. Et associé à cette accumulation d'eau chaude à la surface de l'océan, on a dans l'atmosphère formation de nuages et donc de précipitations. A l'inverse, à l'est, associé à une remontée d'eau froide qu'on appelle upwelling, le long des côtes d'Amérique latine, on a des eaux plus froides en surface et donc un temps plus sec dans l'atmosphère. En La Niña, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un renforcement de ces vents qui va en fait accentuer le contraste entre l'est et l'ouest, avec des eaux encore plus chaudes et encore plus de pluie à l'ouest, et des eaux encore plus fraîches et un temps encore plus sec à l'est du Pacifique. En El Niño, ça va être l'inverse. On va avoir un affaiblissement de ces vents qui vont favoriser en fait un relâchement vers l'est des eaux chaudes normalement confinées à l'ouest. Et associé à ce décalage de la chaleur en surface, on va avoir un décalage vers l'est des grandes zones de précipitation. Donc El Niño-La Niña, c'est deux phases d'une oscillation qu'on appelle El Niño Southern Oscillation, ou ENSO, avec 4 lettres. Et ça, c'est le schéma classique, on va dire, des événements El Niño-La Niña, mais il y a en fait un continuum d'événements et chaque El Niño est différent. C'est ce qu'on appelle une diversité d'événements. Et si on doit distinguer deux grandes familles, on distingue les Central Pacific El Niño pour les événements pour lesquels en fait, le réchauffement anormal à l'équateur va être vraiment concentré au centre du Pacifique, d'où Central Pacific, et les Eastern Pacific, pour Pacifique de l'Est, pour lesquels les anomalies de température de surface de la mer vont vraiment s'étendre jusqu'aux côtes d'Amérique latine. Et vous l'aurez compris, les déplacements de précipitations associés à ces deux types d'événements seront différents. Donc les impacts seront différents. Donc pourquoi on étudie cette oscillation? C'est parce qu'elle a un impact global sur le climat mondial et parce qu'elle est prévisible. En fait, à une échéance de 6 mois, les modèles de climat actuellement sont capables de dire on va être en El Niño, on va être en La Niña. Pour preuve, ça c'est les archives des prévisions des différents modèles de climat en avril 2023, 2024 et les derniers en 2025, où là on voit que les modèles prévoyaient un El Niño à la fin de l'année, c'est ce qui a été observé. En 2024, les modèles prévoyaient un La Niña, c'est ce qui a été observé. Pour cette année, il prévoit en moyenne un état neutre, donc c'est vraisemblablement ce qu'on va avoir. Mais la difficulté, c'est que la diversité que j'ai évoquée juste avant, ces modèles, ils ont du mal à la représenter actuellement, et donc du mal à la prévoir. Et donc, il y a une difficulté à prévoir les impacts des Niño actuellement, dû à cette diversité. Donc dans ma thèse, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de prendre en compte cette diversité, et déjà de comprendre les états de l'atmosphère et de l'océan qu'on attend ici en Polynésie française, lors de ces différents types d'El Niño et La Niña, et dans un second temps, de voir comment ces changements de l'océan et de l'atmosphère d'une année sur l'autre influent les événements extrêmes comme les cyclones tropicaux et les canicules marines. Tout ça donc dans un but de mieux comprendre et à terme de mieux prévoir les impacts de ces événements afin de mieux s'y préparer. Donc si on se concentre sur l'état moyen dans notre zone du Pacifique Sud, donc ici on reconnaît la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, sur une saison normale, une saison des pluies normales de novembre à avril, la Polynésie est sous l'influence de ce qu'on appelle la zone de convergence du Pacifique Sud. Donc c'est cette zone bleutée ici. C'est une zone où, en moyenne climatologique, on trouve le plus de précipitations, associée à une convergence des vents, à des eaux chaudes en surface et beaucoup d'humidité en basse couche de l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a regardé sur les 43 dernières années les événements El Niño, La Niña, et on les a différenciés par ces différents types d'événements. Et on a regardé comment en fait chacun modifiait ce paysage moyen, on va dire. Donc c'est ce qui est synthétisé sur ces schémas, où on différencie les Eastern Pacific El Niño des Central Pacific El Niño. Et en fait, ce qui différencie ces deux situations, c'est vraiment la position le long de l'équateur de ces anomalies de réchauffement. Pardon. Et donc en fait, la différence de position, on va dire, en longitude de ces anomalies, va vraiment induire des réponses dans l'atmosphère, donc des anomalies de vent différentes et des déplacements de cette zone de convergence du Pacifique Sud différentes. Donc ça c'est un schéma, mais ça se vérifie dans des données. Donc ici,
sont présentées en fait les anomalies de précipitation en couleur issues de jeux de données qui combinent des données satellites et des données in situ, et des anomalies de vent qui proviennent de réanalyses atmosphériques. Donc quand c'est en bleu, c'est qu'il pleut beaucoup plus que la normale, et quand c'est jaune, marron, c'est qu'il fait beaucoup plus sec que la normale. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui saute aux yeux, c'est qu'en fait pour 2 événements qu'on qualifie d'El Niño, on a vraiment des impacts en termes de précipitation et de vent différents. D'où la nécessité de prendre en compte cette diversité. Pour les La Niña, rapidement, c'est l'inverse. On a un refroidissement à l'équateur, un déplacement vers le sud-ouest de cette zone de convergence et un renforcement et un assèchement global sur toute la Polynésie. Donc, tous les détails de ça sont disponibles en ligne dans une publication. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller la consulter. Donc, une fois qu'on a fait cette classification d'événements El Niño et La Niña à l'échelle de la Polynésie française, on a croisé ça avec les archives de l'activité cyclonique pour essayer de mieux la comprendre. Parce qu'on sait qu'il y a un effet d'El Niño ici en Polynésie sur les cyclones, mais il n'était encore pas compris tout à fait à 100%. Donc si on prend toutes les trajectoires qui sont produites lors des saisons cycloniques associées à chacun des types d'événements d'El Niño et de La Niña, et qu'on les trace sur une carte, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, c'est les îles de la Polynésie française, et ici, on retrouve Fidji. Donc ce qui saute aux yeux, en fait, c'est qu'il y a aussi une différence en termes d'activité cyclonique entre les 2 types d'El Niño. On voit que c'est vraiment lors de ces événements Eastern Pacific El Niño que les cyclones se forment directement sur les îles. Lors des Central Pacific El Niño, les cyclones et les dépressions tropicales ont tendance à se former un peu plus à l'ouest. Et certaines d'entre elles vont impacter les australes et plus rarement la société, dû à des vents favorables. Lors d'événements La Niña, il y a beaucoup moins d'événements, et on voit qu'ils sont généralement décalés vers le sud, avec finalement beaucoup moins d'impact sur les îles habitées de la Polynésie française. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu dans des observations. Donc, vous le savez, en fait, en Polynésie, les cyclones sont assez rares. Donc un des challenges en fait, de faire ces études, c'est le manque de données, et de savoir si en fait, est-ce qu'on peut physiquement expliquer ces différences, et est-ce qu'elles sont robustes. Donc pour ça, on a développé deux méthodes différentes, mais avant ça, il faut comprendre un peu ce qu'il faut pour générer un cyclone tropical. Donc c'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, une température de surface de la mer élevée, une vorticité en surface importante. Donc la vorticité, c'est la tendance du vent à faire des vortex, à faire des rotations, et du cisaillement vertical faible. Le cisaillement vertical, c'est quand le vent de surface et le vent d'altitude ont des directions différentes, ce qui crée un cisaillement. Et quand il est élevé, en fait, il va casser le développement vertical des dépressions qui potentiellement peuvent se développer en cyclone. Donc il en faut peu. Et donc une des approches qu'on a utilisées, c'est qu'on a utilisé un générateur de cyclone qui va en fait prendre toutes ces interactions entre l'environnement et le cyclone et va les paramétriser par un jeu d'équations assez simple et assez réduit. Et ça va permettre de générer un nombre infini de cyclones sur une zone, mais des cyclones qui sont réalistes au sens de la physique et de notre compréhension des phénomènes. Une autre approche pour compléter et augmenter le jeu de données qu'on peut utiliser, on a analysé cette fois les cyclones qui sont directement simulés dans des modèles atmosphériques. Donc là, on passe à une complexité supérieure. C'est des modèles d'atmosphère qui sont très complexes, avec une résolution de 25 à 100 km, qui vont directement, en fait, dans leur évolution et dans leur simulation, modéliser des cyclones. Et ces modèles sont forcés par la température de la mer qui est observée, de sorte à pouvoir avoir dans ces simulations atmosphériques les forçages en température de la mer associés à nos différents événements El Niño et La Niña qu'on a observés. Donc on a analysé les cyclones dans ces deux jeux de données différents et on a regardé si on pouvait vérifier ce qu'on avait obtenu dans les observations qui sont limitées. Donc ce qui est rassurant, c'est que c'est le cas. Donc ce que j'ai rajouté ici, c'est vraiment, donc en couleur, ce sont des anomalies de densité de cyclones obtenues par le générateur de cyclones avec 100 cyclones générés par an sur cette zone et obtenues dans les cyclones qui sont simulés dans 7 de ces simulations atmosphériques complexes. Donc quand c'est en rouge, c'est qu'il y a plus de cyclones que la moyenne, que la normale, on va dire, et quand c'est en bleu, c'est que les cyclones sont défavorisés par rapport à l'état moyen. Et ce qui est cohérent et rassurant, c'est qu'on voit que les différences entre les Central Pacific El Niño et les Eastern Pacific El Niño sont aussi obtenues dans ces jeux de données, avec une hausse de l'activité cyclonique vraiment anormale au niveau du nord de la Polynésie française, seulement lors de ces événements Eastern Pacific. Donc voilà, en guise de message principal pour cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une diversité des impacts d'El Niño et La Niña en Polynésie française, que ces impacts ils sont propres à chaque archipel, vu l'étendue du territoire. Donc cette partie, on va dire, est disponible en ligne sur cette première publication.
et que cette diversité, elle est vraiment nécessaire aussi pour mieux comprendre l'activité cyclonique en Polynésie française. On savait déjà beaucoup de choses, que El Niño influençait les cyclones en Polynésie française, mais on n'avait pas cette info de vraiment dans quelle mesure, quel type d'événement El Niño pouvait vraiment produire des cyclones ici. Et ça a donné lieu à une deuxième publication qui devrait être disponible en ligne bientôt, mais j'ai mis un lien vers un drive où la version acceptée du papier est disponible. Donc ce que j'ai pas eu le temps de montrer en 10 minutes, c'est qu'on travaille aussi sur ce qui se passe dans l'océan. Donc on a étudié aussi ce qui se passe en termes de courants marins, de niveau de la mer, associé à ces différents types d'El Niño et La Niña, et en particulier sur les canicules marines, dans le cadre du projet Maewa qui a commencé cette année. Donc ce sont mes dernières doctorales, normalement, si tout se passe bien. Donc c'est un peu aussi l'occasion de faire un recap, et donc j'ai eu la chance de faire plusieurs missions, d'aller me former à l'étranger, donc en Tasmanie et à Hawaï, pour faire une winter school spécifiquement sur le phénomène El Niño. J'ai pu aussi faire une campagne en mer en Nouvelle-Calédonie, et de faire une visite au centre IRD de Nouméa. Et j'ai pu présenter aussi mes travaux en conférence internationale, donc à San Francisco et à Hawaï. Donc en plus des publications que j'ai présentées dans cette présentation, voilà, ces différentes missions et collaborations ont donné lieu à des travaux transversaux qui ont débouché pour certains sur des publications. Et donc voilà, je voulais dire aussi que tout ça, c'était possible grâce au financement de ces différents organismes et des différents projets qui ont environné ma thèse. Donc je remercie particulièrement l'IRD qui finance ma thèse, l'UPF, l'école doctorale et l'UMR Psychopole qui ont participé au financement des missions, de mon ordinateur et de tout ça. Et donc merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est à notre auditeur, merci Bastien, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi c'est Brian Dallest, je suis en deuxième année de thèse au sein du laboratoire GEPA Sud sous la direction du docteur Sébastien Chabrier et du professeur Alban Gavillon. Et aujourd'hui je vais vous parler de comment ma thèse va permettre de tendre vers une évaluation automatique de la qualité de la perle de Tahiti. Donc ce travail est financé par l'UPF et la DRM que je remercie pour leur soutien financier. Donc tout d'abord on verra une introduction sur la perle de Tahiti, suivi de mes travaux sur la forme, la couleur et les défauts de surface de la perle. Et enfin, je terminerai par une conclusion et des perspectives de ma thèse. Donc, pour poser le contexte, la perle, ça vient d'un animal marin qui s'appelle l'huître à lèvres noires. Et pour créer des perles telles qu'on les connaît, on a besoin de l'intervention humaine. Et donc, cette intervention, elle s'illustre par l'insertion d'un nucléus dans la gonade de l'huître et l'insertion d'un greffon, donc un morceau d'une huître donneuse qui est placé dans la gonade. Après que l'huître receveuse soit remise en eau, on a le début du processus de la création de la nacre qui peut enfin commencer. Et donc la perle de Tahiti, c'est une gemme qui est quand même reconnue internationalement dans le domaine du luxe et de la joaillerie, au même titre que les diamants ou les rubis. Et c'est surtout issu de l'huître perlière en fait, qui s'appelle l'huître Pinctada margaritifera pour son nom scientifique, et qui est une espèce endémique à la Polynésie française. À savoir qu'en 2023, c'est le second revenu économique le plus important de la Polynésie. Ainsi, 11,1 millions de perles ont été exportées, représentant un revenu annuel brut de 16,9 milliards de francs. Donc ce secteur économique est vital pour la Polynésie. Et à savoir que pour évaluer toutes ces perles, on fait appel à des experts ou à des trieurs en perles. Et ces trieurs, malheureusement, c'est que les pratiques ne sont pas formalisées entre les trieurs. Ils sont lents et ils sont subjectifs. Et moi, donc l'idée, c'est on a besoin de formaliser ces pratiques, et il y a une nécessité de développer des méthodes automatisées et formalisées en utilisant de l'intelligence artificielle et du traitement d'images. Et donc le but de ma thèse, c'est de venir assister ces trieurs avec des méthodes automatiques. Et donc on peut se poser la question, comment on évalue une perle ? Pour évaluer la perle, ou en tout cas sa qualité globale, on utilise un ensemble de caractéristiques observables, qui sont la couleur, l'épaisseur de la nacre, la forme, le lustre et les défauts de surface. Et donc, si on rassemble tout ça, on obtient ce qu'on appelle la fiche d'identité de la perle, ou la fiche phénotypique. Et le but de ma thèse, c'est de tendre vers l'obtention de cette fiche d'identité de la perle de manière totalement automatique par intelligence artificielle. Et donc, ma thèse n'est pas la première sur le sujet. Il y a eu d'abord la thèse de Martin Loedo, qui a commencé des travaux sur la couleur, mais qui a surtout permis d'automatiser complètement l'évaluation de l'épaisseur de la nacre par rayon X grâce à sa thèse. Et à la suite de sa thèse, un brevet a été déposé et a été actuellement utilisé par les experts de la DRM de manière quotidienne. À la suite de quoi, la thèse de Gaël Mondonex a permis d'automatiser complètement la classification du lustre de la perle.
Et moi, ma thèse s'inscrit dans la continuité de ces deux dernières thèses, qui est de continuer les travaux sur la couleur de la perle, de classifier automatiquement la forme de la perle et de classifier automatiquement les défauts de surface. D'abord, on va s'intéresser à la forme de la perle. Le problème actuel, c'est qu'on a un support manquant à la classification de la forme et donc il n'y a pas de standardisation qui a été faite. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est de créer un arbre de classification de forme qui a été réalisé en collaboration avec la CCQP, une cellule de la DRM. Et donc, vous pouvez le voir à votre droite. Donc d'abord, on a des perles de forme asymétriques, symétriques et cerclées. Et on a des perles, en fait, une sous-classe de perles symétriques qui sont les perles sphériques, boutons, drops, semi-baroques et ovales. Et donc, pour classer automatiquement la forme, j'utilise de l'apprentissage machine avec XGBoost, un algorithme se basant sur des arbres de décision qui utilise des descripteurs de forme. Et une combinaison optimale de ces descripteurs de forme est trouvée automatiquement avec un algorithme génétique qui s'appelle NSGA2. En termes de résultats, j'ai 96% de bonne reconnaissance au premier niveau et 80% de bonne reconnaissance au second niveau, ou ce qu'on appelle aussi du F1 score. À savoir que la forme, c'est le premier critère utilisé pour classer les perles, c'est au moins 50% du travail d'un trieur, et tous les travaux que je vous présente ici sont acceptés dans un article et seront publiés en conférence en juillet 2025. Et si on s'intéresse à mon processus de travail pour classer automatiquement la perle de Tahiti, d'abord je vais prendre des photos multi-angles de la perle où la perle est posée au milieu de miroirs, suivi de l'utilisation d'un algorithme YOLO pour détecter les différentes faces. Et à la suite de ça, j'utilise un algorithme SAM pour détourer ces faces du fond. Enfin, on aura une extraction de descripteurs qui seront utilisés par NSGA2 pour justement avoir la combinaison optimale de caractéristiques de la forme de la perle. Cette combinaison optimale est utilisée par un classificateur XGBoost afin d'obtenir la classe de la forme de la perle, à savoir que ce processus est répété pour le second niveau de forme. Ça ne marche plus. Pour la couleur de la perle, il y a eu un début de travaux réalisés par Martin Loedo et le problème actuel, c'est qu'on n'a pas encore de support standardisé. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un arbre de classification de couleurs qui permet justement de standardiser et de formaliser ces pratiques. Et de plus, la chrominance n'est pas considérée ici. En fait, je ne considère pas la couleur de la perle, mais je considère l'intensité de cette couleur. Et ici, j'utilise de l'intelligence artificielle, plus particulièrement des réseaux de neurones, qui sont entraînés sur différents espaces colorimétriques. Et les premiers résultats qu'on a, c'est 89% de bonne reconnaissance avec ces entraînements. À savoir qu'il y a un article en cours d'écriture pour fin 2025. Donc là, si on s'intéresse à l'arbre de couleur, ou l'arbre d'intensité de couleur, on a un premier niveau avec les perles light, medium et dark. Et on a un second niveau, on a les perles chromatiques, donc les perles pastel et color. Et on considère seulement 3 couleurs dans notre arbre, on considère les perles blanches, grises et noires. Concernant les défauts de surface, le problème actuel, c'est qu'on n'a aucun support visuel définissant les défauts, et de plus, la transmission de la connaissance entre les experts ne se fait que de manière orale. Malgré qu'il y ait une loi qui encadre les défauts, il n'y a pas de nomenclature ou de formalisation arrêtée sur les défauts de surface. Et donc, dans ce pan de la thèse qui vient de commencer, c'est de formaliser et de définir ces défauts de surface par la création d'un arbre de classification, par l'écriture d'un document et de définition des défauts en langue naturelle. Et tout cela est fait en collaboration avec les trieurs et la DRM. À savoir que ça va permettre de mettre en place une future procédure automatique qui permettra de détecter, classifier et quantifier les défauts. Donc là, si on regarde cet arbre, en fait, on ne va plus parler de défauts à proprement parler, on va parler d'altération surfacique. Donc on a 2 classes d'altération surfacique. On a le déterminant de la forme, que s'ils sont présents à la surface, ils ne vont pas détériorer la qualité et le prix de la perle. Et les défauts, justement, qui s'ils sont présents, on va venir détériorer la qualité de la perle et donc le prix va baisser. On a 3 grandes familles de défauts. On a les ravinures, les cassures et les défauts épidermiques. Où dans les ravinures, on a les piqûres et les rayures. Dans les cassures, on a les fissures. Et dans les défauts épidermiques, on a les zones dévitalisées et les soufflures cassées. À savoir que chaque défaut peut présenter en sens un dépôt qui est soit calcitique ou organique. Et donc le calcite, ça s'illustre par un dépôt de couleur blanche. Et le dépôt organique, ça s'illustre par un dépôt de couleur noire. Et donc, en conclusion, c'est que ma thèse, à l'état actuel, elle permet d'apporter un support, une formalisation et une classification automatique pour la perle, plus particulièrement pour la forme et la couleur,
et les défauts de surface, le support et la formalisation sont en cours pour réaliser la classification des défauts. Surtout, ma thèse, j'ai envie de permettre justement et d'apporter un soutien et de valoriser la filière perlicole afin d'assister les professionnels, plus particulièrement les perliculteurs et les trieurs, qui sont les métiers vitaux de ce secteur économique très important pour la Polynésie. Et en termes de perspective, donc d'abord c'est de mettre en place une chaîne de traitement pour les défauts afin de détecter, classifier et quantifier ces défauts, d'améliorer les résultats de classification de la forme et de la couleur de la perle, et d'obtenir automatiquement une fiche d'identité de la perle que j'avais présentée au début. Et si on regarde les perspectives de ma thèse d'une manière plus globale, suite à l'automatisation complète de l'évaluation de la qualité des perles de Tahiti, qui permet justement d'obtenir cette fiche d'identité de la perle de manière totalement automatique, ce qu'essaie de faire ma thèse, c'est dans un premier temps, grâce à cette fiche d'identité automatique, d'obtenir une machine de tri automatique à la cellule de contrôle de qualité de la perle de la DRM, et dans un second temps, de réaliser des études phénotypiques pour améliorer la sélection génétique des huîtres afin d'optimiser la qualité des perles produites qui sera menée par le CISAF en partenariat avec la DRM. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bonjour à toutes et à tous. Ok. Alors, je suis Perceval Rebaud, doctorant en 2e année au laboratoire GEPA Sud, sous la direction de Franck Lucas, et ma thèse a pour thème le SWAC. Alors, la question du jour, c'est est-ce que le SWAC est-il un procédé de refroidissement résilient? Alors, pour ce faire, un sommaire assez simple, voire sommaire, oserais-je dire. Donc la première partie, ce sera l'étude de cas expérimentale du SWAC du CHPF, suivie de l'étude de la résilience de la technologie SWAC. Alors, pour le cas expérimental du SWAC du CHPF, donc pour vous situer l'étude, l'hôpital du CHPF à Pirée, à Tahiti, a installé en 2022 un SWAC, et le plus grand SWAC au monde, d'une puissance frigorifique nominale de 6 MW froid. La spécificité de ce SWAC, c'est qu'il a fonctionné pendant une dizaine d'années avec des groupes frigorifiques classiques, ce qui fait qu'on va pouvoir comparer les performances entre l'avant et l'après-SWAC, et ainsi potentiellement évaluer la viabilité économique de cette solution. Alors, pour ceux dans la salle qui ne connaissent pas le principe du SWAC, brièvement, ça consiste à aller puiser de l'eau de mer profonde à 900 mètres de fond, où elle est à 5 degrés tout au long de l'année. Cette eau de mer froide va circuler dans un échangeur de chaleur, où elle va transmettre son froid à une boucle d'eau douce sur Terre, qui, elle, va aller alimenter de la climatisation dans des bâtiments. Alors, plusieurs variables physiques sont mesurées, comme la température, les débits, ainsi que la puissance électrique de pompage de l'installation, pour pouvoir permettre de calculer certaines grandeurs, comme la puissance thermique échangée, qui dépend du débit et de la variation de température dans l'échangeur. En fait, c'est le froid qui est cédé de l'eau de mer froide à l'eau douce. Avec cela, on va pouvoir calculer le coefficient de performance, ou COP, qui est cette puissance thermique échangée, divisé par la puissance électrique de pompage. Donc c'est le froid produit divisé par l'énergie nécessaire à le pomper, à le produire. Alors maintenant, je vais vous montrer le résultat principal de l'expérimentation, c'est-à-dire la variation de ce COP entre l'avant et l'après-SWAC. C'est ce qu'on va pouvoir voir sur ce graphique, où en fait, à gauche, c'est 2022, donc ce qui représente un fonctionnement avec les groupes frigorifiques, où on avait un COP moyen de l'ordre de 2,5, ce qui est standard pour des groupes froids. Puis, avec le SWAC, entre 2023 et 2024, on passe à des performances bien plus élevées, avec en moyenne un COP de 33, ce qui fait une multiplication par 13 des performances. Donc en 3 points, cela permet de dire que le SWAC permet une réduction annuelle de 8 gigawattheures énergétique, une économie annuelle de 320 millions de francs pacifiques par an et une réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 3600 tonnes annuellement. Donc voilà les grands points et les bénéfices réels d'une installation SWAC. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à l'étude de la résilience de cette technologie. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un refroidissement résilient?
Eh bien, d'après la définition de l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA, donc elle le définit ainsi, mais les objectifs principaux sont qu'un refroidissement résilient est un refroidissement qui va émettre peu de CO2 pour produire du froid. C'est en fait penser le refroidissement de demain. Une autre priorité d'un refroidissement résilient, c'est le fait qu'il doit assurer et maintenir le confort thermique à l'avenir. Donc face au changement climatique, la hausse de la température, lors d'événements caniculaires plus intenses, plus sévères, dans les années à venir, où on aura besoin de se climatiser. Alors, pour ce faire, j'ai essayé d'évaluer le SWAC en tant que technologie résiliente. Pour ce faire, j'ai procédé en 2 étapes. Tout d'abord, il fallait simuler numériquement le SWAC. Alors, j'ai utilisé un logiciel de simulation thermique dynamique, Energy+, qui permet de modéliser des bâtiments dans des climats un peu partout autour du monde. Alors, ce type de simulation a besoin de 2 composants. Tout d'abord, un fichier bâtiment qu'on va définir, donc avec une architecture, des murs, etc., les matériaux, les personnes qui l'occupent. Donc moi, j'ai utilisé un modèle de bâtiment partagé par l'Agence américaine de l'énergie, sur lequel j'ai greffé une climatisation par SWAC. Ensuite, il faut prendre ce modèle de bâtiment et le simuler dans un climat. C'est là la 2e étape de l'étude. Donc, une fois qu'on a notre modèle de bâtiment, on va le simuler dans différentes localisations et différents climats. Alors, pour ce faire, je me suis basé sur 2 jeux de données. Tout d'abord, la cartographie du potentiel SWAC, qui est le travail d'un ancien doctorant sur le SWAC, Kannan Sanjeevi, qui est parmi nous. Et donc, il a réalisé ce travail pour quasiment tous les points de code du globe et essayer d'envisager si un SWAC serait possible, voire envisageable en fonction de la bathymétrie. Un autre jeu de données, c'est, il a été proposé par l'Agence internationale de l'énergie, où en fait, ils ont simulé dans certaines villes du globe l'évolution des climats futurs, à des horizons 2050-2100, pour voir la dégradation climatique. En combinant ces 2 jeux de données, à savoir les climats futurs et est-ce qu'il y a un potentiel au niveau de la côte pour ces villes, j'ai choisi de partir sur un SWAC à Los Angeles. Alors, le principe de l'étude, c'est de simuler notre hôtel avec une climatisation soit par SWAC, soit par groupe frigorifique dit chiller plus classique, donc un peu comme dans le cas du CHPF, où il y avait les 2 types de climatisation, et ensuite simuler cet hôtel dans 4 situations. Donc, une fois l'hôtel à Tetiaroa en 2020, donc ça sera notre simulation de référence, car il y a un SWAC pour un hôtel à Tetiaroa en 2020 réel, donc on pourra comparer les performances et voir si c'est valide. Ensuite, je vais modéliser cet hôtel à Los Angeles en 2020, 2050 et 2100 pour voir l'évolution de ses performances. Alors, cela m'a permis de calculer quelques indicateurs clés de performance, des KPI, comme par exemple l'énergie frigorifique nécessaire par surface en un an. Donc, assez barbare. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est le besoin en froid par mètre carré d'un bâtiment au cours d'une année. Donc là, je vous propose à Los Angeles, entre 2020 et 2100, pour voir l'évolution au cours du siècle. Et donc, j'ai pu observer qu'il va y avoir une hausse de l'ordre de 40% du besoin frigorifique pour ces bâtiments. Un autre indicateur, c'est la réduction de pic de puissance de la climatisation, donc le maximum d'énergie consommée pour produire de la climatisation. Là, je vous compare à Los Angeles en 2100, si on avait un chiller ou un SWAC, et on voit qu'on réduit la consommation énergétique de l'ordre de 90%. Et donc, c'est vraiment énorme, et c'est également cohérent avec les résultats expérimentaux vus dans la première partie. Un autre indicateur, donc, c'est le COP. On revient dessus encore une fois. Donc, je vous le rappelle, c'est la puissance froid qui est délivrée divisée par la puissance de pompage. Et donc, je vais vous le montrer pour un hôtel avec un SWAC dans plusieurs cas. Donc, tout d'abord, en bleu, nous avons le cas d'un SWAC à Tetiaroa en 2020, où on voit que, bon, vous ne voyez peut-être pas, c'est assez petit, mais que le COP varie à l'année entre 20 et 25, ce qui est de l'ordre de la vraie installation à Tetiaroa, et qui a permis de vérifier notre simulation de référence.
Ensuite, eh bien, il y a le COP annuel pour Los Angeles entre 2020, 2050 et 2100. Donc là, ce sont les nouvelles courbes en marron, rouge et orange. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il y a une variation saisonnière plus importante du fait que la demande est plus importante en été à Los Angeles, donc avec des COP de 15 qui augmentent environ de 5 unités durant l'été. Et un des autres résultats majeurs, c'est qu'en 2100, soit la courbe en orange, la plus haute, à Los Angeles, eh bien nous voyons des COP égaux, voire supérieurs aux COP actuelles à Tetiaroa. Ce qui signifie que, eh bien, en fin de siècle à Los Angeles, il pourrait y avoir des besoins en climatisation similaires à une île tropicale actuelle. Alors, pour ce qui est de la conclusion sur la résilience du SWAC, eh bien, en 2100, on estime qu'il va y avoir, de par le réchauffement climatique, une hausse significative des besoins en climatisation, ce qui va faire une intensification du stress sur les réseaux électriques. Tout le monde va vouloir demander de la clim en même temps, donc potentiellement créer des blackouts, et ce qui va encore accentuer le stress thermique sur les populations. Donc dans ce contexte, quels sont les effets du SWAC? Eh bien, le besoin en froid pourra être assuré avec une diminution par 10 des consommations énergétiques et des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça a été vu expérimentalement et par simulation. Et on a aussi vu que les performances du SWAC seraient intéressantes dans d'autres localisations, comme Los Angeles, et que ces performances vont évoluer au cours du siècle. Donc, pour terminer, mes travaux sur le SWAC, on me fait un subtil signe que je dois terminer. Donc ça, c'est un article de conférence pour la résilience, un article de journal en cours d'écriture pour les performances expérimentales du SWAC, et enfin, quand ça sera terminé, je retournerai sur le couplage énergétique avec low-tech. Merci pour votre attention, et n'hésitez pas. Merci si vous beaucoup, avez des Pierre questions. Seval.